Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. Merci de nous rejoindre sur BFM Business et à la une de l'actualité. Comme depuis maintenant 11 mois, la guerre dévastatrice entre Israël et le Hamas. 11e mois d'un bain de sang à Gaza. 40 000 morts côté palestinien selon le Hamas. On le rappelle, l'attaque du 7 octobre a fait presque 1200 morts en Israël. 115 otages seraient encore aux mains du Hamas. Pour faire le point, nous sommes en connexion avec Amélie Ferret, chercheuse à l'IFRI, spécialiste du Proche-Orient. Bonjour Amélie. Bonjour. Les pourparlers pour les négociations doivent reprendre au Caire cette semaine et on a cette déclaration à l'instant d'Anthony Blinken qui dit que c'est peut-être la dernière chance pour une trêve à Gaza. Qu'en pensez-vous ? Oui, c'est sûr que cette semaine sera une semaine tout à fait cruciale pour les négociations. Blinken s'est rendu en Israël après un séjour dans le Golfe où justement il a pu avancer certains points. Et Netanyahou commence à un peu changer son fusil d'épaule et à donner des signes pour lesquels il serait prêt à effectivement faire un deal avec le Hamas au risque de voir les ministres d'extrême droite de son gouvernement quitter le gouvernement. Donc c'est plutôt des signaux positifs. Oui, pourtant, un plan avait été annoncé fin mai par Joe Biden, plan qui prévoit une trêve de 6 semaines accompagnée d'un retrait israélien de zone de Gaza et de la libération des otages. Mais une nouvelle mouture a été annoncée vendredi. Vous dites que Israël lâche un peu du lest, mais pourtant le Hamas accuse bien Tel Aviv d'ajouter de nouvelles conditions à chaque fois. Oui, tout à fait. En fait, les points qui bloquent aujourd'hui, ce serait donc le contrôle d'une partie au centre de la bande de Gaza ainsi que de la partie qui est à la frontière avec l'Égypte. Et l'autre point qui bloque, ce serait est-ce que ce cessez-le-feu ou cette trêve, cette libération des otages serait le préambule pour une fin de la guerre. Et le Hamas demande à ce qu'il n'y ait pas de combat qui reprenne à la suite d'un deal, alors qu'Israël veut reprendre les combats. Par ailleurs, le Hamas demande également le retrait total d'Israël de la bande de Gaza, ce que Israël n'est pas prêt à faire pour des raisons de sécurité. Donc aujourd'hui, les points d'achoppement, ils sont là. Cependant, voilà, Israël commence à dire que ce serait possible d'avoir peut-être un deal avec un cessez-le-feu assez long. Et Blinken et par ailleurs l'administration Biden a des cartes à jouer pour faire pression sur Israël pour accepter un deal. Notamment le fait que derrière, on a l'Iran, le Hezbollah qui cherche à aussi avoir une revanche par rapport aux opérations israéliennes et aux 2 assassinats ciblés qu'il y a eu contre un membre du Hezbollah et à Téhéran contre un leader du Hamas. Et le fait d'avoir un deal, ça permettrait de calmer la situation régionale et donc Israël aurait tout intérêt à accepter ce deal. Et justement, nous sommes plus de 2 semaines après la mort d'Ismail Haniyeh, le chef du Hamas. L'Iran avait promis de réagir et cette réaction, elle se fait attendre. Pourquoi ? Que cherche à faire Téhéran ? Téhéran cherche à gagner du temps. En fait, on a quand même une présence militaire américaine dans la région qui est extrêmement forte. On a le Qatar qui informe l'Iran des progrès des négociations en disant, voilà, si jamais on arrivait à un deal, l'Iran pourrait ne pas avoir de représailles, d'opérations de représailles. Et donc, tout le monde essaye de calmer le jeu parce que personne n'a vraiment intérêt à ce qu'il y ait une guerre régionale au vu des enjeux qui sont ceux de la région. Est-ce que ce ne serait pas un aveu de faiblesse de l'Iran si l'Iran ne réagissait pas ? Non, au contraire, moi je pense que ce serait plutôt un aveu de force. En fait, le problème des éliminations ciblées, c'est que effectivement, ça entraîne une réaction. Mais comme ce que dit l'Iran, c'est que voilà, la réaction qui sera donnée par l'Iran, ce sera en fonction du timing de l'Iran et avec une mesure de ce que ça peut être les conséquences. Parce que une partie de l'équipe de Netanyahou espère justement qu'il y ait une guerre avec l'Iran de manière à pouvoir mettre définitivement un terme au programme nucléaire iranien. Et donc les Iraniens doivent un peu
ménager la chèvre et le chou entre conserver leur programme nucléaire, conserver une forme de dissuasion et leur position telle qu'elle est aujourd'hui, et en même temps montrer à leur proxy que l'Iran est capable de les défendre. Mais est-ce que l'Iran irait en guerre ouverte en Israël, avec Israël, pardon, simplement pour la mort de Haniyeh, donc de quelqu'un du Hamas? C'est pas sûr. Et donc l'Iran essaye de réfléchir à comment sortir de cette impasse stratégique. Vous parliez des alliés de l'Iran, il y a aussi le Hezbollah libanais où là-bas le conflit se poursuit sur cet autre front. Tout à fait. Et ça, c'est un front qui est beaucoup plus problématique pour Israël, puisqu'on a toujours au nord d'Israël une partie de la population qui ne peut pas rentrer chez elle du fait des roquettes incessantes qui sont envoyées par le Hezbollah. De même, au sud du Liban, on a une partie de la population qui ne peut plus vivre au sud Liban du fait des incursions de l'espace aérien par Israël. Et on a une situation régionale qui est, une situation plutôt entre le Liban et Israël qui est extrêmement tendue, avec le Hezbollah qui publie régulièrement des cartes sur les réseaux sociaux avec des cibles envisagées pour frapper Israël. Donc c'est une situation qui en tout cas est intenable pour la population civile israélienne et aussi pour la population civile libanaise. Anthony Blinken est donc arrivé en Israël. Il affirme que c'est un moment décisif. On a l'impression que jamais la diplomatie internationale n'avait autant forcé la main à Israël. Je ne sais pas si on n'a jamais autant forcé la main, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une pression forte qui est faite sur Israël, mais pas en fait sur Israël, qui est faite sur Netanyahou et qui est exercée à la fois par les Américains qui, comme je disais, ont quand même dépêché des troupes dans la région de manière à pouvoir dissuader des attaques futures de l'Iran et du Hezbollah. Donc c'est un atout important pour les Américains. Mais on a aussi une pression de la part de la population civile israélienne qui veut qu'il y ait un deal justement pour libérer les otages. Donc le gouvernement de Netanyahou, il est effectivement pressurisé au niveau diplomatique, mais surtout au niveau intérieur. Et on a vu que d'une manière générale, les Américains, la voix américaine compte de moins en moins pour Netanyahou et pour son gouvernement, et d'une manière générale, la voix de l'opinion internationale également, puisque, par exemple, la décision de Karim Khan de demander des mandats d'arrêt contre Netanyahou et son ministre de la Défense, Yoav Gallant, n'a pas infléchi le cours de la guerre à Gaza. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce point sur l'escalade des tensions au Proche-Orient. Amélie Ferret, je rappelle, vous êtes chercheuse à l'IFRI et spécialiste de la région.